il y a une ignorance du risque de dégénérescence de certaines lésions bénignes. Pourtant, la bouche est facilement accessible et la population à risque est généralement connue. Ce sont notamment les fumeurs. Donc, il y a un paradoxe majeur, une localisation visible, mais le diagnostic est tardif, avec un pronostic péjoratif. Donc, ces cancers de la cavité buccale, ils figurent parmi les 10 cancers les plus fréquents. Ils représentent 20 à 40% des cancers des voies aérodigestives supérieures. Ils sont plus fréquents que le cancer du larynx et celui aussi du cavum, qui représente 7%. Le carcinome épidermoïde représente 90% de tous ces cancers, qui peut être largement évité parce qu'il dépend de l'exposition aux facteurs de risque, notamment l'alcool et le tabac. Et les 5%, ça dérive des glandes salivaires, des structures qui existent au niveau de la cavité buccale. Donc, on peut trouver des carcinomes glandulaires et des carcinomes encore plus rares, tels que les sarcomes, les lymphomes, des tumeurs nerveuses et d'autres tumeurs. Malheureusement, dans 40% de ces cancers, il existe des métastases les 2 premières années, parce qu'en fait, ils sont découverts à un stade tardif. Et la survie à 5 ans, elle est de l'ordre de 35% chez l'homme et 50% chez la femme. D'où l'importance du dépistage précoce. Quels sont les facteurs de risque? Donc, les facteurs majeurs, c'est le tabac, qui multiplie le risque entre jusqu'à 20 fois de risque que celui qui ne fume pas. L'alcool aussi est un facteur de risque. L'association alcool-tabac est encore plus défavorable. L'infection à HPV, c'est un risque pour les cancers de l'oropharynx, notamment le cancer du cavum. L'exposition solaire, c'est un facteur de risque pour les cancers de la lèvre, surtout la lèvre inférieure. L'âge au-delà de 40 ans, il constitue en lui-même un facteur de risque parce que ces cancers, ils surviennent entre 40 à 70 ans avec un pic à 60 ans. Et il y a certaines altérations génétiques, telles qu'au niveau du P53 et un autre gène, le CDKN2A. Donc, ça favorise aussi la survenue de ces cancers. Certains facteurs mineurs, ils sont attribués, mais ils ne sont pas des facteurs très importants comme le tabac et l'alcool, notamment la mauvaise hygiène bucco-dentaire, parce que ça favorise les états inflammatoires chroniques, et tout état inflammatoire chronique est une source d'éclosion de cellules tumorales. Les candidoses chroniques, c'est un facteur aussi mineur. Les traumatismes chroniques, attention aux prothèses mal adaptées chez vos patients. Généralement, les prothèses totales pour les édentés, j'attire votre attention que la mandibule elle se résorbe et la prothèse devient inadaptée avec des traumatismes répétés. Ces traumatismes favorisent l'apparition de cancers au niveau de la muqueuse buccale. Les personnes immunodéprimées, les diabétiques, les HIV, les personnes greffées avec un traitement immunosuppresseur, c'est un facteur de risque mineur. Et d'autres carences vitaminiques aussi sont imputées pour l'apparition de ces cancers. Mais les principaux déterminants évitables, c'est le tabac et l'alcool. Donc, comme vous voyez sur cette représentation, le tabac, les cigarettes, la pipe, le narguilé, toutes les formes de tabac sont des facteurs de risque de même gravité. L'alcool aussi, tous les types d'alcool. Et la survie, malheureusement, à 5 ans, elle est inférieure à 50%. Donc, un petit rappel anatomique. Pour la cavité orale, vous savez très bien, quand on va examiner, il faut voir tous les coins et les recoins de la cavité orale. Sinon, ça ne sert à rien de voir la gorge, l'oropharynx, et on ne voit pas tous les autres détails. Et alors, schématiquement, ici, c'est le palais dur, le voile du palais, les loges amygdaliennes et les amygdales. Vous voyez la langue avec sa pointe, la base de la langue, les bords latéraux, c'est important d'examiner toute la langue, le plancher buccal antérieur et postérieur, et ici vous voyez l'arcade dentaire avec la gencive, et ici les canaux excréteurs des glandes salivaires. En fait, sous le plancher buccal, il y a des glandes salivaires, d'où peut aussi
apparaître un cancer des glandes salivaires et envahir la muqueuse. Donc, ce qui est important, la cavité orale ou la cavité buccale, elle est en étroite association et relation avec les cavités naso-sinusiennes. Donc, vous imaginez ici un processus tumoral, il peut envahir le nez, donc votre malade aura une obstruction nasale continue qui ne s'améliore pas, ça attire l'attention. Et ça peut envahir le sinus, il va faire des sinusites à répétition, et alors qu'il y a une tumeur sous-jacente. Alors, lorsque le processus se développe vers l'orbite, votre patient aura une exophthalmie. Et c'est un signe très tardif. On est à un stade très avancé, alors qu'il a suffi de voir, dès le début, une petite lésion au niveau de la cavité buccale, avant qu'elle ne s'étend et envahisse toutes les régions et les zones du visage, notamment les nerfs sensitifs, tels que le 5-2. C'est pour ça qu'ils ont des troubles sensitifs, des hypoesthésies. Et aussi, vous voyez sur cette coupe la présence de les glandes salivaires, les nerfs, les os. Et il y a des cancers spécifiques pour les régions odontologiques, ce qui entraîne une mobilité des dents saines. Donc, une mobilité d'une dent saine doit attirer l'attention d'un cancer sous-jacent. Donc, sur cette coupe anatomique, vous voyez l'issue des nerfs sensitifs. Donc, un patient qui vient vous voir pour une insensibilité de la lèvre inférieure, il faut penser à un envahissement du nerf mentonnier par un processus généralement tumoral. J'attire votre attention que les pathologies inflammatoires et infectieuses n'entraînent pas d'hypoesthésie. Donc là, avec une coupe interruptrice de la branche horizontale de la mandibule, vous voyez bien le nerf mandibulaire qui est au sein de cet os, et derrière, il y a d'autres nerfs, des vaisseaux, des muscles. Donc, toute partie, toute composante musculaire, nerveuse, vasculaire, muqueuse, osseuse, peut déclencher à partir de ces cellules un cancer de tout type. Donc, on parle plutôt des cancers de la cavité orale. Il n'y a pas un seul cancer, plusieurs types. Ces cancers sont lymphophiles. Donc, il y a l'envahissement des adénopathies. On va trouver des adénopathies à un stade assez précoce. Et il faut examiner toutes les régions submandibulaires, sous-mentales, jugulo-carotidiennes, susclaviculaires et spinales. Donc, lorsqu'il y a une lésion unilatérale, latéralisée, au niveau de la cavité buccale, généralement, les adénopathies sont du même côté. Une lésion au milieu, on va trouver les adénopathies bilatérales, d'allure tumorale, c'est-à-dire dure, fixe par rapport au plan profond et qui ne régresse pas. La taille, au contraire, continue à augmenter. Donc, quels sont les signes d'alerte? Il y a des signes précoces. C'est d'où l'intérêt de les découvrir par votre examen. Donc, ces signes d'alerte sont souvent négligés par le patient parce que ça fait pas mal et c'est petit. Donc, c'est souvent une ulcération persistante qui persiste au-delà de 2 semaines. On ne tolère pas jusqu'à 3 semaines. Donc, lorsqu'on a une ulcération comme celle-là au niveau du bord latéral de la langue ou au niveau de la face interne de la joue, et on va voir s'il y a un objet traumatique tel qu'une couronne d'une dent qui est pointue ou un crochet d'une prothèse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui traumatise cette région? Donc, s'il y a un agent traumatique, il faut faire une éviction de cet agent. Soit on va meuler la dent. S'il n'est pas conservable, on va l'enlever ou on va régler un crochet de prothèse. Il faut, après cette éviction, 15 jours après, il faut avoir une cicatrisation complète de la lésion. Si cette lésion ne cicatrise pas, elle est très suspecte de malignité et à ce moment-là, il faut faire une biopsie. Autre signe important à révéler, c'est, vous voyez ici, une érosion du bord latéral de la langue, mais regardez cette boursouflure au niveau des limites de cette érosion. Alors, il faut palper cette lésion. Regardez bien comment on examine. On va prendre la pointe de la langue, on tire. Bien sûr, on porte des gants, on tire la langue pour bien explorer le bord latéral et le plancher postérieur, parce que là, on peut trouver des lésions. Si vous ne faites pas ce geste, vous n'allez pas découvrir des lésions à ces endroits-là. Alors, ce qui est important, c'est de palper cette zone. Si c'est induré, si c'est dur, c'est que c'est très suspect de tumeur, parce que c'est une infiltration tumorale. Les lésions aftoïdes inflammatoires n'entraînent pas d'induration périlésionnelle.
Alors, donc, on a dit tout à l'heure, lorsqu'on fait une éviction du traumatisme, de l'agent traumatique, s'il y a absence de cicatrisation au bout de 15 jours, la biopsie, elle est impérative. Comme vous le savez, la biopsie, vous pouvez le faire vous-même, les médecins généralistes ou médecins de famille ou les dentistes. Donc, sous anesthésie locale, il faut prendre un quartier de 1 cm en emportant le 1/3 de la lésion et les 2/3 la région saine. Il ne faut pas faire une biopsie au sein de la lésion sans avoir une zone saine. C'est pour les anapathes, pour qu'ils puissent comparer les cellules de la lésion avec les cellules normales. Ça, c'est important. Et tout de suite après, il faut mettre dans un flacon au formol, il faut conserver ce fragment, il ne faut pas qu'il sèche et qu'il soit écrasé, sinon la lecture elle ne sera pas concluante. D'autres signes d'alerte, ce sont les plaques blanches, rouges ou mixtes. Il y a des zones, des lésions au niveau de la bouche, des zones blanches qui apparaissent, des zones rouges. Donc, auparavant, on appelait ça des lésions précancéreuses, pré-malins, mais depuis les dernières recommandations, on les appelle les désordres ou des affections potentiellement malignes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des cancers, mais à cause de facteurs de risque, s'ils ne sont pas évités, le cancer va apparaître. Par exemple, parmi ces lésions blanches, nous pouvons voir c'est leucoplasie. C'est une tache blanche au niveau de la muqueuse, soit au niveau de la lèvre, soit au niveau de la gencive. Elles sont bénignes, mais il faut les surveiller parce qu'elles peuvent se transformer dans 1 à 5% des cas seulement. Heureusement, la transformation n'est pas très fréquente et l'éviction du tabac peut régresser ces lésions. Il y a aussi d'autres lésions blanches telles que les lichens plans et la fibrose orale sous-muqueuse. D'autres lésions, alors, c'est leucoplasie, les taches blanches au niveau de la muqueuse, lorsqu'elles deviennent irrégulières, à bord surélevé, il faut craindre une transformation maligne. Et il faut faire une biopsie dans cette région-là, en en plus une zone saine. Il ne faut pas prendre que cette zone blanche uniquement à l'anapathe. Il ne va pas conclure. Certaines zones rouges, comme au niveau du palais, comme vous le voyez ici, au niveau du palais dur, on appelle ça l'érythroplasie de Keirat. C'est un carcinome in situ. Une lésion rouge, c'est un cancer. Donc, il faut faire une biopsie, c'est un cancer in situ. Les taches pigmentées, on peut avoir comme un névus, comme au niveau de la peau, au niveau du palais. Ces taches pigmentées, ça évolue inéluctablement en mélanome. Surtout qu'il est sollicité par les aliments. Il y a toujours des frottements, des frictions. Donc, il faut les enlever avant qu'ils ne soient transformés en mélanome. Une autre lésion particulière, on appelle ça l'uranite tabagique ou bien la stomatite nicotinique. Ce sont les patients qui fument de la pipe. Il y a ces lésions blanches, tachetées, à surveiller parce qu'une érosion qui apparaît ici, une ulcération, ça indique une transformation en un cancer. Mais l'arrêt du tabac, que ce soit la pipe ou les cigarettes, ça entraîne une régression et la muqueuse, elle revient normale. Il y a aussi les chélites actiniques. Attention, l'été, l'exposition au soleil, le coup de soleil, les brûlures au niveau de la lèvre, c'est un facteur de risque de cancer plus tard. Mais tout ce qui est blanc n'est pas toujours suspect de malignité. Donc il y a des lésions qui sont anodines, comme le white sponge nevus. Il y a une notion familiale, comme un nevus, c'est de l'œdème au niveau de la muqueuse qui donne cet aspect-là. La biopsie va confirmer ce diagnostic. Donc on ne fait rien, ça ne se transforme jamais en carcinome. Il y a aussi cette ligne médiojugale que vous voyez ici, on appelle la linea alba. C'est la trace entre le plan d'occlusion, entre les dents supérieures et les dents inférieures. Et elle peut être enlevée par une compresse, on peut la gratter, ça s'enlève, mais ça n'entraîne pas de saignement. Donc s'il y a un saignement, ce n'est pas une linea alba. Il y a aussi les granulations de Fordis. Ce sont des inclusions de glandes sébacées et ça ne se transforme jamais en cancer. Les candidoses buccales, par contre, lorsque c'est chronique, il faut craindre une transformation et il faut surveiller les patients, mais il est de rigueur de les traiter et éviter la survenue de la chronicité. Donc globalement, selon la couleur
des lésions qu'on va découvrir. Les lésions blanches, la dégénérescence ne survient pas d'une manière importante, entre 1 et 5%. Les lésions pigmentées, telles que les névus, les lésions marron, il faut les enlever parce que ça va se transformer en mélanome, ce n'est pas en carcinome. Mais les lésions rouges, telles que l'érythroplasie de Keirat, c'est un carcinome in situ et il faut directement les traiter, ne pas attendre et ne pas surveiller le patient, il faut les traiter. Alors, ce que je vous ai montré, ce sont des signes précoces quand même. Quand on examine la bouche, on va les voir, donc ça ne passe pas inaperçu. Mais il y a des signes évolués, ce sont des signes d'alerte, mais qu'on les découvre à un stade avancé, tel que l'induration périlésionnelle. Il y a déjà une infiltration des cellules tumorales. Les douleurs persistantes. Pourquoi il y a des douleurs persistantes? C'est l'infiltration périneurale. Les nerfs sont infiltrés. Il y a des saignements, c'est un stade avancé, on va des saignements localisés et spontanés. Une mobilité dentaire inexpliquée sur des dents saines, c'est que l'os a été ravagé par le cancer et les dents deviennent flottantes et mobiles. Donc, il ne faut pas que le dentiste extrait ses dents sans faire des radios. La dent, à ce moment-là, elle bloque l'expansion de la tumeur, mais s'il extrait, il y aura une explosion tumorale et ça va aggraver la prise en charge. La dysphagie, la dysarthrie, le trismus, les signes nasocinusiens, les adénopathies cervicales, c'est le résultat de l'envahissement locorégional de la tumeur qui commence une petite tumeur de taille infracentimétrique ou centimétrique. On aurait pu éviter toute cette invasion au niveau du visage et au niveau du corps. Donc, l'intérêt de cette conférence est le dépistage, le diagnostic précoce. Quel est l'objectif de ce dépistage? Il faut identifier les lésions précancéreuses, les connaître, diagnostiquer à un stade précoce un cancer de la bouche et cela permet de réduire la mortalité et la morbidité, les séquelles fonctionnelles et esthétiques. La population à risque, on ne va pas examiner les adolescents et les enfants parce que ce n'est pas l'apanage de cette tranche d'âge-là, c'est à partir de 40 ans. Surtout les tabagiques, ceux qui consomment de l'alcool ou ceux qui ont eu un antécédent de cancer des voies aérodigestives supérieures. Parce qu'il faut savoir, un patient qui a eu un cancer des voies aérodigestives supérieures, que ce soit la bouche, le cavum, l'oropharynx, les branches, l'œsophage, il a 20% de chances de développer un autre cancer. Alors, pour l'examen clinique, l'éclairage est impératif. Il faut avoir un bon éclairage. Sinon, sans éclairage, on ne va pas voir ces lésions. Des gants, parce qu'on doit palper, on doit toucher. Bien sûr, un abaisse-langue, des miroirs pour écarter les vestibules et une compresse. On a besoin de tracter la langue, parfois de la tenir. Donc, regardez, il faut déplisser les vestibules et la joue. On ne peut pas dire au patient, ouvre la bouche et on se contente de voir. Il faut déplisser, il faut regarder sous la langue des deux côtés. Il faut palper et regardez les bords. Regardez ici, vous voyez une lésion, une érosion. Si vous ne faites pas ce geste-là, vous n'allez pas la voir. Et le patient, on passe à côté d'un cancer et on va découvrir lorsqu'il y a une adénopathie et des métastases. Donc, tous les recoins, j'ai schématisé ici, donc on a parlé tout à l'heure de tous les coins. Surtout, il ne faut pas négliger cette région, la jonction postérieure entre les deux arcades maxillaires et mandibulaires. On appelle ça le trigone rétromolaire. Ça, il faut examiner, sinon un cancer à ce niveau-là, il va envahir donc, les espaces profonds de la face. Ça entraîne des trismus, envahissement de la loge amygdalienne. Il faut aussi explorer le plancher buccal, les vestibules et les lèvres aussi. Donc, l'examen clinique, on a bien dit, soit un bon éclairage. Il faut commencer par une inspection d'abord, après une palpation. L'examen toujours maxillofacial, soit endobuccal ou facial, il se fait de manière symétrique. On compare toujours les deux côtés, bilatéral et comparatif. Donc, c'est les mêmes steps, c'est stéréotypé. Et donc, regardez tous les recoins, il faut voir tous les coins. Donc, habituellement, je pense quand vous examinez le patient, l'examen de la gorge, vous faites seulement ouvrir la bouche et regardez. Vous faites un abaisse-langue au niveau du dos de la langue et on se contente
à cet examen. Mais regardez toutes les étapes et il ne faut jamais oublier de palper les aires ganglionnaires parce qu'on peut ne pas voir une lésion. Surtout, les cancers fissuraires, c'est comme un feuillet de livre sous la langue, comme un trait. On peut parfois ne pas le voir et on découvre des adénopathies. Donc ici, j'ai marqué toute lésion suspecte impose une biopsie et vous adressez votre patient au chirurgien maxillofacial et au centre de référence le plus proche de chez vous. Donc, une fois un carcinome est confirmé par la biopsie, il est impératif de compléter par une pan-endoscopie parce que dans 20% des cas, on peut avoir un cancer dans une autre région. En même temps, on peut avoir 2 ou 3 cancers dans des zones différentes. Donc, on ne va pas traiter la lésion qu'on a vue et on passe à côté d'une autre lésion. Donc, la survie, elle ne sera pas améliorée et notre patient, il ne va pas être sauvé. Par exemple, on peut découvrir cette lésion, en apparence, elle est bénigne, mais regardez cette induration, c'est une lésion suspecte. Et au niveau du plancher buccal, vous voyez ici, je vous ai dit tout à l'heure, il faut comparer les deux côtés. Regardez ici, c'est l'aspect sain, et ici, vous voyez une inflammation et du pus. Donc ça, c'est plutôt en faveur d'une vartonite ou submandibulite lithiasique. Ce n'est pas en faveur de cancer. Le problème, on ne veut pas être amené à des cas pareils, à un diagnostic tardif. Regardez un carcinome épidermoïde de toute la joue, la commissure intermaxillaire, les gencives. Donc, pour ce patient, il y a un stade de T4 et c'est sûr, il a des adénopathies et des métastases. Donc, on aurait pu le sauver parce que la lésion au début, elle est petite et après, elle évolue. Donc, il n'a jamais vu, il n'a jamais découvert parce que ça fait pas mal et aucun médecin ne l'a vu. Et ici, regardez cet aspect, regardez la gencive, la couleur, elle est claire. À ce niveau, elle est très érythémateuse. Et regardez, les racines sont déchaussées. C'est un cancer ici qui a ravagé, c'est un carcinome gingivomandibulaire qui a ravagé l'os et probablement il s'est étendu au niveau du sinus. Donc là, regardez, cet carcinome épidermoïde de la lèvre inférieure. Pourquoi vous allez dire, mais c'est visible, pourquoi on est arrivé à ce stade-là? Donc, parce qu'il y a certains médecins qui ont une méconnaissance de cette pathologie, ils traitent leurs patients par des antibiotiques, soi-disant c'est une lésion abcédée, ça va guérir, et le carcinome évolue rapidement, en 3 à 6 mois, hein. Ce n'est pas des années. À ce niveau, regardez aussi une lésion au niveau du trigone rétromolaire qui est bourgeonnante, qui saigne au contact. Il faut faire une biopsie et à la radio panoramique, vous voyez l'érosion de l'os et le cancer, il est ce patient. Alors, quel est son motif selon vous de consultation? Donc, il n'a pas découvert lui-même, il n'a pas vu un patient. C'est pas, la dent de sagesse, elle est enclavée, donc il n'y a pas de douleur, mais c'est l'insensibilité de la lèvre. C'est l'invasion du nerf mandibulaire. Donc, il est venu parce qu'il ne sent pas sa lèvre, il se mord. Là, regardez, le patient, il est venu parce qu'il a une tuméfaction ici. Il a laissé traîner, c'est la politique de l'autruche. Mais après, comme ça ne disparaît pas, il a consulté et regardez, on découvre un lymphome de l'amygdale étendu au niveau du voile du palais. Donc, c'est des stades avancés. La survie, elle n'est pas, les chances de survie sont très minimes. Mais heureusement, c'est pas toutes les lésions sont des cancers. On peut découvrir un fibrome gingival. Ça, c'est une lésion. Regardez, elle est bien limitée. La muqueuse, elle est saine. Il n'y a pas vraiment une limite anarchique. Donc, c'est en faveur de la bénignité. Mais quand même, on fait une biopsie. On ne sait jamais les surprises. Il peut y avoir un cancer avec une lésion bénigne. Alors, ici, au niveau de la lèvre, c'est un aspect classique d'un aphte géant. Les limites sont inflammatoires, douleur. Alors, c'est quoi, selon vous, cet aspect-là? Regardez. Les glandes, c'est l'endroit des glandes salivaires. Je suis d'accord, il y a les glandes sublinguales, mais c'est dur et ça part de la mandibule. On appelle ça les tories, le torus mandibulaire. C'est un os, c'est une excroissance osseuse. Donc, c'est toujours bénin. On n'enlève pas, on laisse, sauf s'il y a une gêne pour la langue, une gêne pour porter une prothèse. Mais attention, certains médecins, quand ils voient même des lésions plus petites, ils proposent à leurs patientes, dames surtout, d'enlever et ils ne posent pas la question si elle est sous biphosphonate.
Donc, si la patiente il est sous biphosphonate pour une ostéonécrose, il ne faut pas faire une chirurgie au niveau des dents et la gencive, ça donne une chimionécrose. Donc ça, c'est une remarque qui suscite votre attention. Il faut faire attention pour ce type de lésion. Donc ça, c'est les tories. Il y a aussi les excroissances osseuses au niveau du palais, les tories palatins. Alors ici, à votre avis, une atteinte bleutée au niveau du palais, est-ce que c'est malin? À quoi vous pensez? Donc, il faut toujours poser le cadre de l'histoire de la maladie. C'est une patiente sous anticoagulant et elle a eu donc un traumatisme, c'est un hématome. Donc, il faut toujours mettre dans le contexte clinique. Je vais un peu plus vite. Donc, le diagnostic précoce, ça entraîne une chirurgie moins mutilante, moins de séquelles esthétiques et fonctionnelles et une meilleure survie. Regardez ici sur cette courbe de survie, le stade 1 et 2, la survie à 60 mois, elle est à peu près, il y a 80% de patients, alors pour le stade 3 et 4, on n'a que 30%. Donc, la survie pour les patients porteurs de carcinome de la bouche ou de cancer dépend fortement du stade du diagnostic. Un diagnostic tardif, ça entraîne un envahissement loco-régional, des métastases ganglionnaires à distance. Le pronostic, il est toujours sombre, toujours sombre. Le coût de la santé, sera élevé parce qu'il y aura de la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie réparatrice, la réanimation et l'impact économique. Le patient ne peut plus travailler et un impact économique et professionnel important. Donc, l'avenir des malades porteurs d'un cancer de la cavité buccale demeure menacé, non seulement par une récidive de la tumeur primitive, mais également par l'émergence d'une deuxième localisation aux voies aéro-digestives supérieures, voire trachéobronchiques et œsophagiennes. Au-delà de 5 ans, généralement, le risque de récidive est écarté, mais il y a toujours un risque de faire un deuxième cancer dans un autre endroit. D'où l'importance du suivi, il sera toujours à vie pour ces patients-là. L'importance de la sensibilisation et l'apprentissage à l'auto-examen de la cavité buccale. Même pas les patients, même nous, professionnels de la santé, chacun doit examiner lui-même, apprendre sa cavité buccale, comment elle est, comment on connaît nos visages. Il faut apprendre notre cavité et toute modification ou une anomalie, il faut consulter. Toute lésion suspecte impose une biopsie. Les bonnes pratiques, c'est l'examen buccal systématique, l'arrêt du tabac et de l'alcool, surveiller les patients à risque, ce sont les fumeurs et les alcooliques, ou ceux qui ont des lésions précancéreuses. Tout à l'heure, on a dit à potentiel de transformation. Donc, il faut faire une biopsie précoce au moindre doute, éducation sanitaire et incitation à l'auto-examen. Donc, il faut parler, c'est pas tabou de parler des facteurs de risque, aborder la question du tabac et il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Donc, pour conclure, le cancer de la cavité buccale est une pathologie fréquente, grave et potentiellement détectable précocement, voire elle est largement évitable par éviction des facteurs de risque. Le pronostic repose essentiellement sur la vigilance clinique, la reconnaissance des signes d'alerte et la précocité de la biopsie. Le dépistage est simple, accessible, nécessite une motivation et une implication plus forte des professionnels de la santé. Chers collègues, préservez la qualité de vie de vos patients en veillant avec rigueur à leur santé bucco-dentaire et tout en assurant un dépistage précoce de toute lésion suspecte. Et merci pour votre attention.